Imagine vivre avec une gêne constante dans le corps. Ce n'est ni une douleur aiguë ni une urgence médicale, mais une sensation persistante qui accompagne le quotidien. Une fatigue qui ne disparaît pas après le sommeil, une raideur accumulée dans les épaules, une pression intérieure difficile à expliquer. Face à cela, la réaction la plus courante consiste à vouloir corriger le problème immédiatement, comme si le corps était un mécanisme défectueux nécessitant des ajustements rapides. Apparaissent alors des solutions forcées: médicaments, routines strictes, autodiscipline, contrôle permanent. On agit comme si le corps était une machine en panne, en oubliant qu'il s'agit d'un organisme vivant qui exprime ce qu'il n'a pas pu dire autrement. Pourtant, dans la vision traditionnelle japonaise, une autre question transforme complètement la perspective. Il ne s'agit pas d'éliminer la douleur, mais de comprendre ce que le corps a porté trop longtemps. Selon cette philosophie, l'inconfort n'apparaît pas soudainement. Il se forme lentement. Le corps se raidit lorsqu'on ne lui permet pas de s'arrêter, il s'enflamme lorsqu'il ne peut pas relâcher les tensions et finit par faire mal lorsqu'il a été ignoré trop longtemps. C'est pourquoi la guérison ne commence pas par l'attaque des symptômes, mais par une pause consciente pour ressentir ce qui a été réprimé, ce qui n'a pas été exprimé par sens du devoir, par normes sociales ou par fierté personnelle. Le corps ne tombe pas malade par rébellion, mais par fidélité. Il s'adapte, compense et assume des charges que l'esprit a préféré ne pas affronter. Il existe une vérité rarement évoquée. De nombreux maux ne proviennent pas d'un excès d'effort, mais d'un manque de permission. La permission de se reposer sans culpabilité, de se détendre sans se sentir fragile, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur sans vouloir le corriger immédiatement. Dans cette perspective, guérir n'est ni un combat ni une conquête personnelle. C'est un processus de réconciliation. On n'exige pas du corps qu'il fonctionne mieux, on lui offre de l'espace. Car lorsqu'il cesse d'être constamment poussé, le corps se souvient de lui-même comment retrouver l'équilibre. Il ne le fait ni dans l'urgence ni dans la force, mais avec attention et douceur. Avant toute intervention physique, la tradition japonaise invite à tourner le regard vers l'esprit. Non pour l'analyser excessivement ou le comprendre intellectuellement, mais pour soulager la pression qu'il accumule. Un corps tendu n'est presque jamais l'origine du problème. Il est souvent la conséquence d'un esprit qui ne s'arrête jamais. L'esprit anticipe, imagine des scénarios, reste en alerte, même lorsqu'il n'existe aucun danger réel. Il pense en mangeant, s'exige même pendant les moments de repos et se juge même après avoir fait de son mieux. Le corps ne fait que répondre. Il serre la mâchoire, relève les épaules, retient la respiration. Ainsi, peu à peu, il porte ce qu'il ne s'est jamais permis de lâcher. Cet état de tension ne naît pas d'une décision consciente, mais de la répétition. Il s'installe comme une habitude silencieuse. Dans la sensibilité japonaise, une compréhension est très claire. Tant que l'esprit ne ralentit pas, le corps n'a pas l'espace nécessaire pour se rétablir. C'est pourquoi le soin mental ne commence pas par une tentative de penser différemment, mais par l'arrêt de l'intervention constante. Des pratiques comme le silence, la répétition simple ou les mouvements lents ne cherchent pas à provoquer des révélations ni des résultats extraordinaires. Leur intention est bien plus simple et profonde. Permettre à l'esprit de cesser de pousser. Lorsque la pensée s'apaise, le corps n'a plus besoin de rester sur la défensive. Ce n'est pas un hasard si de nombreuses activités traditionnelles japonaises, comme préparer le thé, écrire avec calme, ordonner l'espace ou marcher sans destination, sont dépourvues d'objectifs productifs. Elles ne sont pas conçues pour servir quelque chose d'extérieur, mais pour revenir à l'essentiel, au geste présent, à l'instant vécu, au corps auquel on ne demande aucune réponse. Dans cette vision, prendre soin de l'esprit ne signifie pas résoudre les pensées, mais les relâcher. C'est permettre à une émotion de traverser sans la classer, sans la corriger, sans en faire un problème. Lorsque cette pression mentale se dissout, le corps reçoit un message différent. Il peut se détendre, se réorganiser et se reposer sans rester en état d'alerte permanent. La récupération physique n'apparaît pas comme un événement soudain, mais comme une permission silencieuse. D'abord, l'esprit relâche la vigilance, puis le corps cesse de résister. Non parce que quelqu'un le lui a ordonné, mais parce qu'il n'existe plus de raison de continuer à lutter. Dans la vision orientale, le corps ne faillit jamais de manière inattendue. Il communique toujours, même dans un langage que peu prennent le temps d'écouter.
Il ne crie pas au début. Il commence par des signaux subtils. Un sommeil interrompu sans raison claire, une digestion qui se bloque sans menace réelle, une raideur dans le dos concentrée précisément là où se sont accumulées des années de responsabilité. Dans la tradition japonaise, de nombreuses affections ne sont pas interprétées comme des défaillances de l'organisme, mais comme des messages qui se sont prolongés trop longtemps. Le corps manifeste ce que l'esprit s'obstine à porter. La tension qui ne trouve pas d'issue finit par s'exprimer physiquement. Les émotions réprimées se transforment en pression intérieure et l'auto-exigence constante devient raideur. Cela ne se produit pas comme une punition, mais comme une forme de traduction. Lorsqu'une chose ne parvient pas à s'exprimer vers l'extérieur, elle cherche inévitablement un chemin vers l'intérieur. De ce point de vue, la maladie n'est pas un ennemi à éliminer, mais le dernier recours du corps pour être entendu. Elle n'apparaît pas soudainement. Elle se construit lentement, à chaque fois que l'on continue d'avancer sans pause, chaque fois que la fatigue devient normale, chaque moment où le corps demande de s'arrêter et où l'esprit répond que ce n'est pas encore possible. C'est pourquoi le processus de guérison ne commence pas par la suppression du symptôme, mais par l'attention portée à ce qui est resté sous tension trop longtemps. Des émotions sans espace, des rythmes excessifs devenus habituels, des charges qui ne sont plus remises en question. Au Japon, on ne se demande pas seulement où la douleur se manifeste, mais aussi ce qui a été porté à cet endroit. Le corps ne tombe pas malade par fragilité, mais par adaptation. Il s'ajuste aux exigences, supporte ce qu'il peut et continue jusqu'à ce que cela ne soit plus possible. Lorsque la maladie apparaît, elle ne marque pas le début du conflit, mais la fin d'une conversation ignorée pendant des années. Guérir n'implique donc pas de faire taire à nouveau le corps, mais de lui permettre d'achever son expression, non pas dans la peur ou l'urgence, mais dans le respect. Pourtant, la réponse la plus fréquente est souvent l'inverse. Corriger rapidement, reprendre la routine, faire taire le signal et continuer à fonctionner comme si rien ne s'était passé. La tradition japonaise propose une autre compréhension. Se rétablir ne signifie pas revenir à la normalité d'avant, mais transformer la relation avec ce qui fait mal. Un corps en souffrance n'a pas besoin de plus de pression, mais de conditions différentes. C'est pourquoi de nombreuses pratiques de guérison ne cherchent pas une solution immédiate, mais à modifier l'environnement intérieur dans lequel le déséquilibre s'est développé. Moins de bruit mental, moins d'urgence, moins d'exigences constantes. Un organisme soumis au même rythme qui l'a mené à l'épuisement ne peut pas se réorganiser. Une idée essentielle apparaît alors: le corps ne se répare pas dans des états de lutte, mais dans des états de sécurité. Lorsque l'esprit cesse de surveiller en permanence et que le système nerveux réduit son niveau d'alerte, le corps reçoit un message différent. Il n'a plus besoin de se défendre ni de rester rigide. Il peut diriger son énergie vers la récupération. C'est pourquoi le repos, le silence et la répétition simple ne sont pas des pauses inutiles. Ce sont des conditions biologiques nécessaires pour que le corps puisse se rétablir. Dans la culture japonaise, s'arrêter n'est pas renoncer. C'est une forme profonde d'intelligence corporelle. On n'exige pas du corps qu'il aille mieux. On retire le poids qui l'écrasait. Dans ce nouvel espace, sans ordre ni correction permanente, le corps fait ce qu'il a toujours su faire, chercher l'équilibre. Non pas comme un miracle ou une promesse, mais comme la conséquence naturelle du fait de ne plus le forcer. La philosophie japonaise observe quelque chose que de nombreuses cultures occidentales tendent à négliger. Le corps ne guérit pas dans l'isolement, il guérit dans la relation. Relation avec l'environnement, avec le rythme quotidien, avec la manière de vivre chaque geste. C'est pourquoi prendre soin du corps ne se sépare pas de la façon de marcher, de manger, d'organiser l'espace ou d'habiter la vie quotidienne. Il ne s'agit pas d'une thérapie ponctuelle, mais d'une manière de vivre. Un corps constamment exposé au bruit, à la surstimulation et à des horaires qui ignorent les cycles naturels, finit par vivre dans un état continu de résistance. Et lorsque l'organisme reste en défense permanente, il ne dispose pas de l'énergie nécessaire pour se réparer. Une compréhension profonde émerge ici. Le corps n'a pas besoin d'être contrôlé, il a besoin de rythme. Un rythme pour s'activer, un rythme pour bouger et un rythme pour s'arrêter. Lorsque ce rythme se perd et que tout devient urgence, le corps se désoriente. Pour cette raison, de nombreuses traditions japonaises
mettent l'accent sur le petit, le répétitif et le simple. Non pas par mysticisme, mais parce que cela apporte de la stabilité. Un geste accompli avec attention transmet au corps un sentiment fondamental de sécurité. Un environnement ordonné signale au système nerveux qu'il peut se détendre. Et lorsque cette vigilance diminue, le corps cesse de dépenser son énergie à survivre et commence à l'investir dans la réparation. Dans cette perspective, guérir ne consiste pas à ajouter davantage de pratique, mais à éliminer l'excès. Moins de stimulation, moins d'exigence, moins de lutte intérieure. Le corps ne demande pas des solutions compliquées, il demande de la cohérence. Lorsque la vie devient plus habitable, le corps répond naturellement, non comme une récompense, mais comme un reflet. Dans la tradition japonaise, les pratiques n'existent pas pour corriger le corps, mais pour ne pas interférer avec son fonctionnement. La méditation, le mouvement et la respiration ne sont pas conçus comme des outils d'amélioration, mais comme des chemins pour revenir à un état plus naturel. Méditer ne signifie pas calmer l'esprit de force, mais cesser de suivre chaque pensée, s'asseoir, respirer et permettre à ce qui apparaît de ne pas être corrigé. Lorsque l'esprit cesse d'intervenir, le corps accède à un véritable repos. Le mouvement, lui non plus, n'est pas vécu comme une punition ou une exigence de performance. Marcher lentement, s'étirer avec attention ou bouger sans objectif précis rend au corps une sensation essentielle. Il peut se mouvoir sans danger. Le mouvement doux libère des tensions anciennes qui ne se dissipent pas par la force. Et au centre de tout se trouve la respiration. Dans de nombreuses pratiques japonaises, la respiration est dirigée vers l'abdomen, non pour la contrôler, mais pour réhabiter le corps. Une respiration profonde envoie un message clair au système nerveux. Il n'est plus nécessaire de fuir. Ces pratiques ne cherchent pas à provoquer des expériences particulières. Elles visent à sortir du mode survie. 5 minutes authentiques valent plus qu'1 heure forcée. Il ne s'agit pas de faire parfaitement, mais de faire sans violence. Lorsqu'une pratique devient une obligation, elle reproduit le même schéma qui a conduit à l'épuisement. Mais lorsqu'elle devient un espace, le corps répond de manière subtile, en relâchant les tensions, en respirant différemment, en dormant un peu mieux. Ici, guérir n'est pas un objectif à atteindre, c'est un climat à créer. Selon la philosophie orientale, guérir ne signifie pas redevenir celui ou celle que l'on était auparavant, mais cesser de vivre contre son corps. Le corps n'attend ni perfection ni discipline infinie. Il n'exige pas que tout soit compris. Il demande seulement quelque chose de plus simple, qu'on cesse de le pousser lorsqu'il est déjà fatigué. L'art japonais de guérir ne promet pas l'absence totale de douleur. Il propose quelque chose de plus honnête, une relation différente avec ce qui fait mal. Lorsque l'esprit baisse la garde, lorsque le rythme redevient humain et que le corps cesse d'être traité comme un problème, quelque chose change sans bruit. La tension ne s'accumule plus de la même manière. Le repos commence à devenir réel. La maladie cesse d'être vue comme un ennemi et devient un signal, non pour générer de la peur, mais pour orienter. Guérir, ce n'est pas faire davantage d'efforts, c'est écouter d'abord. Écouter quand serrer n'est plus nécessaire. Écouter quand continuer d'avancer a cessé d'être du courage pour devenir une habitude. Peut-être que le corps n'a pas besoin d'être sauvé. Peut-être a-t-il simplement besoin d'espace, de l'espace pour ressentir sans corriger, pour s'arrêter sans culpabilité, pour se reposer sans avoir à se justifier. Comme l'enseigne la philosophie orientale, la douceur n'est pas une faiblesse. C'est la seule chose qui ne se brise pas. Si ce message accompagne, il n'est pas nécessaire de changer quoi que ce soit aujourd'hui. Il suffit d'observer où l'on se force, où l'on résiste, et où l'on ignore un signal silencieux. C'est là que commence la guérison, sans hâte, sans violence, avec présence.